J'étais une auxiliaire dévouée à l'Empire du Japon. Pendant des mois, j'ai servi avec honneur. Puis est venu le jour de la capitulation à Saïgon, un jour qui aurait dû être celui de ma mort. La reddition était une honte pire que tout, un poison que nous n'aurions jamais dû boire. On nous avait appris que l'ennemi, les démons blancs, nous briserait l'âme avant de nous ôter la vie. J'attendais la torture, l'humiliation finale, l'exécution. Mais ce matin-là, sous la chaleur moite de l'Indochine, le son qui a scellé notre destin n'était pas celui d'un peloton d'exécution, mais le bruit rythmé et insupportable d'un marteau frappant des clous. Un son de construction, pas de destruction. J'ai alors appris la leçon la plus brutale de ma vie. La pire des tortures n'est pas la cruauté que l'on attend, mais la bonté que l'on ne comprend pas. La propagande avait été notre seul évangile. Les Français, nous disait-on, étaient des barbares sans honneur. Ils nous prendraient, nous souilleraient, nous traiteraient comme des animaux. Chaque jour dans ce camp improvisé était une confirmation de notre déchéance, mais pas de leur cruauté. La faim nous tordait les entrailles, une douleur si profonde qu'elle en devenait une compagne constante. Les poux grouillaient dans nos cheveux et sous les coutures de nos uniformes, des uniformes que nous n'avions pas quittés depuis 8 mois. Ils étaient devenus une seconde peau, une carapace de crasse, de sueur et de sang séché, raide et puante. Nous étions un troupeau honteux, recroquevillé dans la boue, attendant le coup de grâce. Mais les coups ne venaient pas. Seuls les regards distants de ces soldats, grands, bien nourris, qui nous observaient comme des créatures curieuses derrière les barbelés. Ce matin-là, le bruit des marteaux a cessé. Un silence tendu est tombé sur notre baraquement, plus lourd que l'humidité ambiante. Des bottes ont résonné sur le chemin de terre. La porte s'est ouverte, laissant entrer une lumière aveuglante et la silhouette d'un officier français. Il était immense, ou peut-être était-ce notre propre faiblesse qui le grandissait. Son uniforme kaki était impeccable, pressé, d'une propreté qui semblait obscène au milieu de notre saleté. Il ne sentait pas la mort, ni la sueur, mais une odeur que j'avais presque oubliée, le savon, un parfum âcre et propre, mêlé à l'arôme riche de son tabac. Il se tenait là, le visage impassible, les mains gantées de cuir derrière le dos, incarnant la victoire. Dans toute son arrogance silencieuse, nous avons toutes baissé la tête, non par respect, mais par un réflexe animal face à un prédateur. La voix intérieure, celle de nos commandants, hurlait dans ma tête. « C'est le moment. Ils vont nous séparer. Ils vont commencer. Ne montrez aucune peur. La mort est un honneur. » Je serrais les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, me préparant à l'inévitable. Mon corps entier était un nœud de terreur. Je pouvais sentir l'odeur de la peur des autres. Femmes. Une odeur aigre qui se mêlait à notre puanteur collective. L'officier n'a pas crié. Il n'a pas sorti d'armes. Il a simplement observé notre groupe de femmes décharnées et sales, son regard balayant nos visages sans s'arrêter sur aucun. Le silence s'étirait. Chaque seconde une nouvelle agonie. Pourquoi attendait-il? Cette attente était une forme de torture en soi. Une lame invisible qui nous découpait lentement. Mes yeux fixés le sol boueux, attendant l'ordre qui mettrait fin à tout. Puis, il a parlé. Sa voix était calme, posée, dans une langue dont les sonorités m'étaient aussi étrangères que la pitié. Un traducteur, un Vietnamien au visage fermé, a répété ces mots dans un japonais hésitant. Il n'a pas annoncé une punition. Il n'a pas parlé d'interrogatoire ou de travaux forcés. Il a dit qu'ils avaient remarqué nos conditions sanitaires. Il a dit que, conformément à la Convention de Genève, ils allaient construire quelque chose pour nous. Le mot qu'il a utilisé était si absurde, si complètement hors de propos dans notre univers de souffrance, que j'ai d'abord cru à une erreur de traduction ou à une blague cruelle. Il a annoncé qu'il nous construisait une blanchisserie, pour laver nos vêtements. Le silence qui a suivi cette annonce n'était plus de la peur. C'était un choc total, une incrédulité si profonde qu'elle en devenait vertigineuse. Une blanchisserie? Pour nous? Pour des prisonnières qui méritèrent la mort? Les murmures ont commencé, des chuchotements de panique. C'est un piège. Ils veulent nous rassembler en un seul endroit pour nous abattre plus facilement. Ne les croyez pas. La voix de la doctrine était plus forte que jamais. La bonté de l'ennemi ne pouvait être qu'un mensonge, une ruse pour nous anéantir. Un acte de simple décence était plus terrifiant que la plus brutale des menaces, car il ne visait pas nos corps, mais le fondement même de nos croyances, de tout ce pourquoi nous avions combattu, et étions prêtes à mourir. La peur s'est transformée en une confusion paralysante.
Nous regardions l'officier, ce monstre, propre et parfumé, et pour la première fois, nous ne savions plus ce que nous devions ressentir. Comment l'ennemi qu'on m'avait appris à voir comme un monstre sanguinaire a-t-il pu être le premier à me rendre ma dignité? Et pourquoi a-t-il fallu le bruit d'un marteau et l'odeur du savon pour que je commence à entrevoir la vérité? Avant que je ne vous raconte comment un simple pain de savon et des uniformes blancs ont pu laver des années de propagande de mon esprit. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'aime savoir que ces histoires ne sont pas oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai compris que je m'étais battu du mauvais côté de l'histoire. Les jours qui ont suivi l'annonce furent un supplice de l'esprit. Chaque matin, le son des marteaux et des scies reprenait. Mais il ne sonnait plus comme une menace de mort. C'était devenu le son du doute. Nous observions les soldats français, leurs torses nus brillant de sueur sous le soleil tropical, construire cette structure en bois avec une efficacité déconcertante. Ils ne nous regardaient pas, absorbés par leurs tâches. C'était cela, le plus déroutant, leur indifférence. La propagande nous avait dépeintes comme l'objet de leur haine la plus vile. Mais pour ces hommes, nous semblions n'être qu'un problème logistique à résoudre. La voix dans ma tête, celle de nos officiers, me chuchotait que c'était une ruse, une mise en scène élaborée avant le massacre final. Mais mon corps, affaibli et endolori, commençait à espérer, et cette espérance était une trahison. Lorsque la construction fut achevée, on nous ordonna de nous rassembler. La peur, notre vieille compagne, revint en force. Nous marchions en groupe serré, comme un troupeau mené à l'abattoir, nos cœurs battant au rythme de nos pas, traînant dans la boue. La nouvelle bâtisse était simple, ouverte sur les côtés, abritant de grandes cuves en métal et des planches à laver en bois. Mais ce qui nous a frappés avant même d'y entrer, c'était l'odeur. Une odeur âcre, chimique et incroyablement propre. C'était l'odeur du savon de Marseille, une fragrance que je n'associais qu'à ma petite enfance, à ma mère frottant le linge de la famille. Cette odeur n'appartenait pas à notre monde de puanteur et de décomposition. C'était l'odeur d'une autre vie, d'un monde civilisé. Le choc fut si brutal que plusieurs femmes s'arrêtèrent net, les yeux écarquillés, respirant cet arôme comme si c'était de l'air pur après des mois passés sous terre. Des soldats, sous la supervision de l'officier impassible, ont commencé à remplir les cuves avec des seaux d'eau chaude provenant d'une grande citerne. La vapeur qui s'élevait dans l'air humide semblait irréelle. Puis, ils ont posé à côté de chaque cuve un gros pain de savon jaunâtre. Personne ne bougeait. Recevoir cet objet était un acte de reddition plus profond que de déposer les armes. C'était accepter l'aide de l'ennemi, admettre notre dénuement total. Une femme plus âgée, une veuve d'officier dont le fanatisme était resté intact, a sifflé entre ses dents. « N'y touchez pas, c'est un poison. Ils veulent nous humilier. » Mais ces mots n'avaient plus le même poids. Nos corps, nos instincts primaires, criaient une vérité différente. La promesse de propreté était une tentation plus forte que n'importe quelle idéologie. Tremblante, j'ai été la première à m'avancer. Mes doigts ont effleuré le pain de savon. Il était rêche, solide. C'était réel. J'ai plongé mes mains dans l'eau chaude, et le choc a parcouru tout mon corps. Ce n'était pas seulement de la chaleur, c'était la vie. J'ai commencé à frotter mes bras, ma nuque, mon visage. La crasse se détachait en filets grisâtres, révélant une peau pâle que je n'avais pas vue depuis des mois. L'eau devenait noire, souillée par 8 mois de honte, de sueur et de peur. Autour de moi, les autres femmes ont suivi mon exemple, d'abord avec hésitation, puis avec une sorte de frénésie silencieuse. Le seul bruit était celui de l'eau qui clapotait et des sanglots étouffés, non pas de tristesse, mais d'un soulagement si intense qu'il en était douloureux. Nous lavions nos corps, mais c'était nos âmes que nous sentions se purifier. Après nous être lavés, un autre choc nous attendait. Des piles de vêtements étaient disposées sur une table. Pas nos uniformes souillés, mais des tenues simples en toile de coton blanc, comme celles des infirmières des hôpitaux de campagne. Enfiler cette tunique propre fut une renaissance. Le tissu était un peu rêche, mais il ne collait pas à la peau. Il ne grattait pas. Il ne sentait pas la mort. Pour la première fois depuis notre capture, nous nous sommes regardés. Nous n'étions plus des spectres couverts de haillons, mais des femmes, des êtres humains. Ce simple changement d'apparence a modifié notre posture. Les épaules se sont redressées, les têtes se sont relevées. L'uniforme blanc était une page blanche, une chance de redevenir quelqu'un.
La veuve fanatique a refusé de changer de vêtements, s'accrochant à ses haillons comme à une dernière relique de son honneur perdu. Elle est devenue une paria parmi nous. La blanchisserie est devenue le centre de notre nouvelle existence. Une routine s'est installée. Chaque jour, nous lavions le linge, le faisions sécher au soleil, le plions. Ce travail simple et répétitif était une bénédiction. Il occupait nos mains et apaisait nos esprits. Il nous redonnait un but, aussi modeste soit-il. Le camp, qui avait été un lieu de désespoir apathique, commençait à ressembler à une communauté organisée. Nous parlions de nouveau entre nous, non plus pour murmurer nos peurs, mais pour organiser les tâches, pour nous entraider. Cette discipline retrouvée n'était pas imposée par nos geôliers, mais par notre propre besoin de restaurer l'ordre dans le chaos de nos vies. C'était une forme de résistance passive, non pas contre les Français, mais contre la déshumanisation que la guerre nous avait infligée. J'observais les soldats français avec une nouvelle curiosité. Ils n'étaient plus des silhouettes menaçantes, mais des hommes. Des jeunes pour la plupart, au visage fatigué par la guerre et le climat. Ils fumaient leurs cigarettes en nous regardant travailler, parfois avec un air d'étonnement. Leur monde était si différent du nôtre. Leurs bottes étaient en solides, leurs uniformes épais, leur équipement semblait neuf et inépuisable. Ils avaient des camions qui livrèrent de la nourriture, des caisses de médicaments, du matériel. Cette abondance matérielle était la preuve la plus flagrante de notre défaite. Nous avions été vaincus non seulement par leurs forces militaires, mais par leur capacité à produire, à organiser, à soutenir leurs troupes. Nous nous étions battus avec l'esprit, ils s'étaient battus avec des usines. C'était une vérité amère et humiliante. Une semaine après l'ouverture de la blanchisserie, une infection que j'avais sur la jambe s'est aggravée. La peau était rouge et enflée. J'ai été emmené à l'infirmerie du camp. Un médecin militaire français, un homme d'une 50aine d'années, aux yeux lasses et aux mains larges, a examiné ma blessure. Je m'attendais à de la brutalité, ou du moins à un traitement expéditif. Au lieu de cela, il a nettoyé la plaie avec une douceur et une concentration qui m'ont stupéfié. Il ne m'a pas parlé, mais ses gestes étaient un langage en soi. Il appliquait la pommade avec soin, bandait la jambe avec une précision méticuleuse. Son toucher n'était pas celui d'un ennemi, mais celui d'un guérisseur. Je suis reparti de l'infirmerie avec un bandage propre et un esprit encore plus confus. Comment un démon pouvait-il avoir des mains si douces? La nourriture aussi a changé, ou peut-être était-ce notre perception qui avait évolué. Les rations étaient toujours simples, mais elles semblaient plus substantielles. Un jour, on nous a servi une soupe épaisse avec de vrais morceaux de légumes et de viande. En la mangeant, j'ai été submergé par une vague de culpabilité si violente qu'elle m'a presque fait vomir. Chaque bouchée chaude et savoureuse était une trahison envers ma famille. Je les imaginais au Japon, affamés, cherchant des racines dans les décombres de nos villes bombardées. Et moi, leur fille, j'étais ici, dans un camp ennemi, à manger, un repas chaud. Le plaisir de la survie était un poison. J'ai mangé en pleurant silencieusement, chaque larme salant un peu plus mon bouillon. La bonté de l'ennemi était une torture plus raffinée que n'importe quelle privation. L'officier français, celui qui avait tout orchestré, passait parfois en inspection. Sa silhouette haute et droite imposait toujours le respect et la peur. Il marchait lentement le long de nos baraquements, son regard balayant tout, des alignements de linge blanc séchant, au soleil à la propreté de nos quartiers. Il ne disait jamais un mot, mais nous sentions son approbation silencieuse. Il n'était pas chaleureux, il n'était pas amical, il était simplement correct. Il appliquait les règles, celles de cette fameuse Convention de Genève, dont on nous avait dit qu'elle n'était qu'un morceau de papier sans valeur. Il incarnait une autorité basée non pas sur la cruauté, mais sur l'ordre. Et cet ordre, paradoxalement, nous protégeait. Il nous protégeait des maladies, du désespoir, et peut-être même de la brutalité de ses propres hommes. Ma lutte intérieure était devenue un champ de bataille permanent. La voix de la doctrine impériale, gravée dans mon esprit depuis l'enfance, hurlait. C'est une faiblesse. Tu te laisses corrompre par le confort de l'ennemi. Tu déshonores tes ancêtres. La mort est préférable à cette vie. Mais une autre voix, plus calme, plus instinctive, répondait. C'était la voix de mon propre corps. Elle parlait du soulagement d'une peau propre, de la chaleur d'une soupe dans un estomac vide, de la douleur qui s'estompait dans ma jambe. Elle me disait que survivre n'était pas une honte. Elle me demandait « Qui est le véritable monstre? Celui qui te donne du savon pour te laver? Ou celui qui t'ordonne de mourir dans ta propre saleté au nom d'un honneur abstrait ?» Je n'avais pas de réponse.
Cette confusion était un tourment constant. Le camp de prisonniers, qui aurait dû être le lieu de notre plus grande souffrance, devenait un sanctuaire étrange. Je me sentais plus en sécurité derrière ces barbelés que je ne l'avais été pendant les derniers mois de la guerre, fuyant les bombardements et la faim sous les ordres d'officiers qui nous considéraient comme de la chair à canon. L'ennemi nous traitait avec une décence impersonnelle, tandis que nos propres chefs nous avaient menés à la ruine, avec des discours enflammés sur le sacrifice. La logique de mon monde s'était inversée. Le bien et le mal n'étaient plus des certitudes, mais des questions douloureuses qui me tenaient éveillé la nuit, sous le ciel étoilé de l'Indochine. Un soir, alors que je pliais du linge sous le porche de la blanchisserie, j'ai levé les yeux vers le mirador. La silhouette du garde français se découpait sur le crépuscule orangé. Il était immobile, une sentinelle silencieuse. Autrefois, cette vision aurait suffi à glacer mon sang. Mais ce soir-là, je n'ai ressenti aucune peur. Je n'ai vu ni un démon, ni un monstre, ni même un vainqueur. J'ai vu un homme, seul, loin de chez lui, faisant son devoir, tout comme moi j'avais fait le mien. À cet instant, la haine que l'on m'avait si soigneusement inculquée s'est évaporée. Elle n'a pas été remplacée par de l'amitié ou de la gratitude, mais par un vide immense et vertigineux. Si cet homme n'était pas mon ennemi, alors qui étais-je? Et pourquoi avais-je combattu? La routine s'était installée comme une fine couche de poussière sur notre nouvelle vie. La propreté était devenue notre armure, le travail notre distraction. Chaque jour, le cycle du lavage, du séchage et du pliage nous donnait un semblant de normalité, un rythme qui nous empêchait de sombrer. Pourtant, une distance infranchissable demeurait entre nous et les soldats français. Ils n'étaient plus des monstres à nos yeux, mais ils restaient nos geôliers, des figures d'autorité silencieuses et lointaines. Je les observais, essayant de comprendre ces hommes qui nous avaient rendu notre dignité sans jamais nous adresser un mot de réconfort. Ils suivaient des règles, des protocoles, mais y avait-il une once d'humanité derrière leurs uniformes impeccables et leurs regards impassibles? La question flottait dans l'air humide de Saïgon, sans réponse. C'est alors qu'une toux sèche et persistante s'est emparée de moi. Elle n'était pas assez grave pour justifier un retour à l'infirmerie, mais elle était tenace, secouant mon corps frêle à intervalles réguliers. C'était un son rauque, irritant, qui brisait le silence concentré de la blanchisserie. Chaque quinte de toux était une humiliation, un rappel public de ma faiblesse physique, de la fragilité de cette nouvelle santé que nous avions si chèrement acquise. Les autres femmes me jetèrent des regards de pitié ou d'agacement, mais personne ne disait rien. Cette toux était devenue ma compagne invisible, un écho de la maladie et de la misère que nous avions laissées derrière nous, mais qui menaçait toujours de revenir nous hanter dans nos nuits moites. Il y avait un jeune garde qui surveillait souvent notre section. Il n'avait pas la stature imposante de l'officier, ni le regard dur des vétérans. Il devait avoir à peine 20 ans, avec des cheveux blonds décolorés par le soleil et des yeux bleus qui semblaient souvent perdus dans le vague, fixant un horizon lointain qui devait être sa maison. La plupart du temps, il s'appuyait sur son fusil, l'air accablé par l'ennui et la chaleur. Il était une présence si constante et si neutre qu'il faisait partie du décor, au même titre que les palmiers et les barbelés. Je l'avais remarqué, comme on remarque un arbre ou un nuage, sans jamais y attacher la moindre pensée. Il était simplement là, une pièce anonyme de l'engrenage qui nous maintenait captives. Au fil des jours, j'ai commencé à sentir son regard sur moi, plus insistant que d'habitude. Chaque fois que ma toux me secouait, je croisais ses yeux bleus pendant une fraction de seconde, avant de baisser la tête, le cœur battant. Mon premier réflexe était la peur. M'observait-il parce que je le dérangeais? Allait-il me punir pour avoir perturbé l'ordre du camp? La doctrine de la méfiance était profondément ancrée en moi. Un regard de l'ennemi ne pouvait signifier qu'une menace. Je m'efforçais de réprimer ma toux, de l'étouffer dans le creux de mon coude, espérant devenir invisible à ses yeux. Mais son attention silencieuse persistait, et cette attention était une nouvelle forme de tension, une énigme que je ne parvenais pas à résoudre. Un après-midi, après une quinte de toux particulièrement violente qui m'avait laissé essoufflé et les larmes aux yeux, je suis retourné à ma table de pliage. Et là, posée sur une pile de draps d'un blanc immaculé, se trouvait une orange. Une seule orange, d'un éclat si vif qu'elle semblait irréelle dans notre univers de kaki et de blanc. Elle était parfaitement ronde, sa peau légèrement granuleuse, brillant sous la lumière crue du soleil. Pendant un long moment, je suis resté figé, incapable de comprendre. Une orange. C'était un fruit de fête, un luxe que je n'avais pas vu depuis des années, même avant ma capture.
Sa présence ici, dans ce lieu, sur ma table de travail, était une anomalie totale, une rupture dans le tissu même de la réalité. Ma première pensée fut la panique. C'était un piège. Quelqu'un voulait m'accuser de vol. J'ai balayé la cour du regard, cherchant des yeux accusateurs. Personne ne me regardait. Les autres femmes étaient absorbées par leur travail. Mon regard s'est alors posé sur la silhouette du jeune garde. Il s'éloignait, marchant vers son poste, le dos tourné. Il n'a pas jeté un seul regard dans ma direction. Et c'est là que j'ai compris. La certitude est montée en moi, lente et vertigineuse. C'était lui. Ce geste n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de raison, pas de logique. C'était un acte de pure spontanéité, un geste si profondément humain qu'il en était terrifiant. Mon esprit refusait de l'accepter, mais mon cœur savait déjà la vérité. J'ai pris l'orange dans ma main. Elle était lourde, chaude du soleil. La tenir était un acte de trahison suprême. C'était un cadeau de l'ennemi. La voix de nos commandants hurlait dans ma mémoire. Ils vous corrompront avec leur fausse pitié. Ils vous amadoueront comme des animaux avant de vous abattre. Ne cédez jamais. L'orange dans ma paume semblait me brûler. L'accepter, c'était admettre ma faiblesse, ma faim, mon humanité. C'était renoncer à la dernière parcelle d'orgueil qui me restait. Mais son parfum, léger et sucré, montait déjà à mes narines. Un parfum de vie et de soleil. C'était une tentation bien plus puissante que n'importe quelle idéologie. Mon corps, mon instinct de survie, menait une guerre contre des années de doctrine. Cette nuit-là, caché dans l'obscurité de notre baraquement, j'ai pelé l'orange. Le bruit léger de la peau qui se déchirait semblait assourdissant dans le silence. Une fine brume d'huile essentielle a jailli, et son parfum a explosé dans l'air confiné, une fragrance si intense qu'elle m'a fait tourner la tête. J'ai porté un quartier à mes lèvres. L'explosion de saveur a été un choc brutal. Un jus sucré, acidulé, a inondé ma bouche. C'était si intense que c'en était presque douloureux. C'était le goût de mon enfance, le goût d'un monde en paix, un monde que je croyais avoir perdu à jamais. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur mes joues. Chaque bouchée était une absolution, chaque larme un adieu à la haine. Je ne mangeais pas seulement un fruit, j'avalais la vérité. Cet acte simple a tout changé. L'orange n'était pas une ration réglementaire, ce n'était pas une application de la Convention de Genève. C'était un geste personnel, un pont fragile jeté entre deux êtres humains que la guerre avait désignés comme ennemis. Le jeune garde n'était plus un uniforme, un démon blanc. C'était un garçon, un fils, peut-être un frère, qui avait vu une autre personne souffrir et avait agi. Il m'avait vu, non pas comme une prisonnière japonaise, un numéro, mais comme une femme qui toussait. Dans son geste, il y avait une reconnaissance de notre humanité partagée, une reconnaissance si simple et si profonde qu'elle a fait s'effondrer tout l'édifice de la propagande. Le lendemain, nos regards se sont croisés à nouveau. La peur avait disparu de mon cœur. Je n'ai pas souri. C'était encore impensable, trop dangereux pour nous deux. Mais j'ai incliné la tête, un mouvement presque imperceptible, un signe de reconnaissance silencieux. De l'autre côté de la cour, il a répondu par un hochement de tête tout aussi discret. Aucun mot n'a été échangé, mais tout avait été dit. Ce simple échange a scellé un pacte secret, une trêve non officielle dans notre guerre personnelle. Un fil invisible nous liait désormais, un fil tissé non pas de haine ou de méfiance, mais de la compréhension mutuelle d'un simple geste de bonté. La barrière entre nous s'était dissoute. À partir de ce jour, j'ai commencé à voir le monde du camp avec des yeux nouveaux. J'ai remarqué les petites choses que ma peur m'avait empêché de voir. Un garde plus âgé qui partageait discrètement une cigarette avec un de nos hommes. Un autre qui aidait une femme à soulever un seau d'eau trop lourd, sans un mot. Ces gestes n'étaient non pas ordonnés. Ils n'étaient pas officiels. C'étaient de minuscules fissures dans la façade rigide de la guerre. Des moments fugaces où l'humanité reprenait ses droits. Le camp n'était plus seulement un lieu de captivité. C'était un théâtre où se jouait chaque jour une lutte silencieuse entre les ordres et la conscience, entre la discipline et la compassion. La vérité m'a frappé avec la violence d'une révélation. Mon véritable ennemi n'avait jamais été cet adolescent aux yeux bleus, ni même l'officier au visage de pierre. Mon véritable ennemi, c'était le mensonge. Le mensonge qui nous avait dit que nous étions supérieurs, que les autres n'étaient que des démons. Le mensonge qui nous avait promis la gloire par la mort et nous avait conduits à la honte et à la faim.
Nos chefs nous avaient nourris de discours enflammés sur l'honneur tout en nous laissant pourrir. Et ici, dans ce camp, un garçon ennemi m'avait offert un fruit, simplement parce que j'étais malade. L'ironie était si cruelle, la vérité si douloureuse, qu'elle m'a libéré. La culpabilité qui me rongeait, celle de survivre pendant que ma famille souffrait, s'est enfin dissipée. Elle a été remplacée par un sentiment nouveau et bouleversant, une immense gratitude. La survie n'était pas une honte. Accepter un acte de bonté n'était pas une faiblesse. C'était la preuve que j'étais encore en vie, encore humaine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de paix. J'étais prisonnière derrière des barbelés, mais mon esprit était enfin libre. Libre de la haine, libre de la peur, libre de la doctrine qui avait failli me détruire de l'intérieur. Cette liberté, trouvée dans le plus improbable des endroits, était le bien le plus précieux que j'ai jamais possédé. Mon rôle avait changé. Je n'étais plus une auxiliaire dévouée à un empire en ruine. J'étais devenue une témoin. Je regardais mes compagnes, dont certaines s'accrochaient encore aux vestiges de leur fanatisme, et je ressentais pour elles une profonde compassion. Elles étaient encore prisonnières des mensonges, incapables de voir la simple vérité qui s'offrait à nous. J'ai compris que mon devoir n'était plus de mourir pour un drapeau, mais de vivre pour cette vérité fragile, que même au cœur des ténèbres, un simple geste de bonté peut rallumer la lumière de l'humanité, et que cette lumière, une fois ravivée, est plus puissante que toutes les armées du monde. La paix que j'avais trouvée était aussi fragile qu'une toile d'araignée au petit matin. C'était une trêve silencieuse, tissée de regards discrets échangés avec le jeune garde, et du rythme apaisant du linge lavé et plié. Une routine s'était installée. Non, seulement dans nos gestes, mais aussi dans mon esprit. J'avais accepté l'idée que l'humanité pouvait exister en dehors des frontières de mon pays. Une vérité simple qui avait calmé la tempête en moi. Le camp, avec ses odeurs de savon et de terre humide, était devenu un étrange refuge. Un lieu hors du temps où la guerre semblait s'être arrêtée à la lisière des barbelés. Je commençais à croire que je pourrais survivre, non seulement physiquement, mais aussi avec une âme qui ne serait pas entièrement consumée par la haine. Cette sérénité, cependant, était un luxe que la guerre n'allait pas me permettre de conserver. Cette fragile tranquillité fut brisée par l'arrivée d'un camion de la Croix-Rouge. Il n'apportait ni nourriture ni médicaments, mais quelque chose de bien plus puissant et dangereux, des sacs de courrier, des lettres de chez nous. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant une vague d'excitation et de terreur pure. Une lettre, c'était un lien avec le monde que nous avions perdu, une preuve que nous n'avions pas été oubliés. Mais c'était aussi une fenêtre sur une réalité que nous redoutions plus que tout. Que se passait-il au Japon? Nos familles étaient-elles encore en vie? L'attente de la distribution fut une agonie. Nous étions rassemblés dans la cour, le cœur battant, scrutant les mains de l'officier français qui appelait les noms, chaque syllabe pouvant être une sentence de vie ou de mort. Mon nom a été appelé. J'ai avancé, les jambes tremblantes, pour recevoir une enveloppe fine et usée. Le papier était si fragile que j'avais peur de le déchirer. C'était l'écriture de ma mère. Autour de moi, des scènes de joie et de désespoir se jouaient. Des femmes pleuraient de soulagement en pressant des lettres contre leur cœur, tandis que d'autres s'effondraient en silence, leur nom n'ayant pas été prononcé. Le silence de celles qui n'avaient rien reçu était plus assourdissant que les cris de joie. Je me suis isolé, m'asseyant contre le mur d'un baraquement, l'enveloppe dans mes mains. Elle sentait la poussière, la distance, la souffrance. J'ai hésité un long moment avant de l'ouvrir, sentant que les mots qu'elle contenait allaient détruire le monde précaire que j'avais réussi à construire ici. Les mots de ma mère étaient prudents, écrits entre les lignes de la censure. Elle parlait de notre quartier qui avait disparu dans un grand feu. Elle décrivait la faim, la recherche de racines dans les parcs pour survivre. Mais la phrase qui a glacé mon sang était la plus énigmatique. 2 nouveaux soleils sont tombés du ciel, si brillants qu'ils ont aveuglé le monde. Après leur passage, il ne restait que des ombres gravées sur les murs. Je n'ai pas tout de suite compris, mais l'horreur de l'image était absolue. Des soleils qui apportent la mort, des ombres à la place des gens. Et à la fin, elle ajoutait « Nous prions pour que tu sois en sécurité, même si c'est entre les mains de l'ennemi. Au moins, là-bas tu manges. » Cette dernière phrase a été comme un coup de poignard en plein cœur. La culpabilité m'a submergé avec la violence d'une marée noire. Chaque souvenir des dernières semaines est devenu une accusation. L'orange sucré que j'avais mangé avait maintenant le goût de la cendre. La chaleur de l'eau dans la blanchisserie me brûlait la peau. L'uniforme blanc et propre que je portais
était une insulte à la misère de ma famille, qui vivait dans les décombres, vêtue de haillons. Ma mère me disait être soulagée que je mange. Mais je n'entendais qu'un reproche. Comment osais-je être en vie, en bonne santé, propre, alors que mon peuple était réduit à des ombres sur des murs? La bonté des Français n'était plus un réconfort. C'était un miroir cruel qui me renvoyait l'image de ma propre trahison involontaire. La veuve de l'officier, Madame Sato, dont le regard n'avait jamais perdu sa flamme fanatique, a vu le changement en moi. Elle n'a pas vu ma douleur, seulement une opportunité. Elle a commencé à parler plus fort, ces mots se propageant comme un poison parmi les femmes les plus vulnérables. Certaines d'entre nous oublient qui nous sommes, disait-elle en me fixant, sa voix sifflante. Elles acceptent les friandises de l'ennemi pendant que nos maris, nos fils, nos frères sont morts pour l'empereur. Elles se vautrent dans le confort offert par ceux qui ont détruit notre patrie. C'est une honte, une souillure pire que la crasse. Ces paroles étaient mêmes conçues pour rouvrir les blessures que nous essayons de guérir, pour nous replonger dans l'abîme de la haine et du désespoir. Un jour, alors que j'échangeais un bref hochement de tête avec le jeune garde, Madame Sato m'a acculé près des cuves de lavage. Son visage était déformé par le mépris. « Je t'ai vu », a-t-elle craché, sa voix basse et menaçante. « Tu souris à nos bourreaux. Tu as oublié le sang de ton peuple. Ta famille meurt de faim au Japon. Et toi, tu flirtes pour un fruit. Tu es faible. Tu as vendu ton âme pour un estomac plein et des draps propres. Tu n'es plus l'une des nôtres. » Chaque mot était une pierre lancée avec une précision cruelle. Elle ne se trompait pas sur les faits. J'avais reçu un fruit, je me sentais en sécurité. Mais elle tordait la vérité pour en faire une arme, me faisant douter de la nature même de la compassion que j'avais reçue. Son poison a agi. Une fissure est apparue dans notre petite communauté. Les femmes qui, quelques jours auparavant, partageaient avec moi le travail et les silences ont commencé à m'éviter. Des murmures me suivaient partout où j'allais. Collaboratrice. Sans honneur. J'étais devenu le symbole de tout ce qu'elles haïssaient en elles-mêmes, leur propre survie. En me condamnant, elles essayaient de purifier leur propre culpabilité. La blanchisserie, autrefois un lieu de renaissance, est devenue un tribunal où j'étais jugé en silence chaque jour. J'étais de nouveau une paria. Mais cette fois, l'isolement était bien plus douloureux, car il venait de mes propres sœurs d'infortune. La voix de la doctrine impériale, que je croyais avoir étouffée, est revenue en force, amplifiée par les accusations de Madame Sato et la lettre de ma mère. Elle a raison. Tu es une traîtresse, me chuchotait-elle dans les moments de solitude. Tu as accepté la pitié de l'ennemi. Tu as survécu alors que de meilleures que toi sont mortes. Ta vie est une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Je me débattais contre cette voix, essayant de m'accrocher à la simple vérité d'un geste humain. Mais la culpabilité était une ancre qui me tirait vers le fond. J'étais prise au piège, entre la gratitude que je ressentais pour mes geôliers et une loyauté dévorante envers un pays en ruine que je ne reconnaissais plus. J'ai essayé de rejeter cette bonté empoisonnée. J'ai commencé à éviter le regard du jeune garde, tournant la tête chaque fois qu'il passait. J'ai travaillé avec une frénésie punitive, frottant le linge jusqu'à ce que mes mains soient à vif, espérant que la douleur physique chasserait celle de mon esprit. J'ai tenté de ne manger que la moitié de mes rations, mais un sous-officier français, remarquant mon manège, m'a forcé à finir mon assiette sous son regard sévère, me disant que les maladies ne servaient les intérêts de personne. J'étais prisonnière de leur bienveillance. Chaque geste de décence était une nouvelle chaîne, me liant à un sentiment de dette et de honte insupportable. Il n'y avait aucune échappatoire. Puis, un matin, l'officier supérieur nous a rassemblés à nouveau. Sa posture était toujours aussi rigide. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Il a annoncé, par l'intermédiaire du traducteur, que la guerre était officiellement terminée. Les accords de capitulation avaient été signés. Des dispositions étaient prises pour notre rapatriement. La nouvelle aurait dû être un soulagement immense. La fin de notre captivité. Mais un silence de mort a accueilli ces paroles. Rentrer à la maison? La pensée était terrifiante. Rentrer où? Dans une ville de cendres? Retrouver qui? Des fantômes et des ombres? La perspective de quitter la structure ordonnée et prévisible de ce camp pour affronter le chaos d'un Japon vaincu était plus effrayante que la captivité elle-même. L'incertitude est devenue notre nouveau tourment. La question n'était plus « allons-nous survivre ?» mais « comment allons-nous vivre ?» Comment serions-nous accueillis? L'uniforme blanc que je portais, qui m'avait semblé être le symbole de ma dignité retrouvée, m'apparaissait maintenant comme une marque d'infamie.
Il criait que j'avais été bien traité, que je n'avais pas souffert comme les autres. Allait-il faire de moi une étrangère dans mon propre pays? La peur de la liberté était une ironie amère. Nous avions passé des mois à rêver de ce moment, et maintenant qu'il était là, nous ne souhaitions qu'une chose, qu'il n'arrive jamais. Un soir, alors que je regardais la pluie tropicale tomber sur la cour boueuse, j'ai vu la silhouette du jeune garde dans le mirador. Il ne regardait pas vers nous, mais vers le ciel sombre, le visage baigné par la lumière blafarde d'une ampoule. Il semblait si jeune, si seul. La guerre était finie pour lui aussi, mais il était toujours là, à des milliers de kilomètres de sa maison, à garder des femmes qui ne représentaient plus une menace. J'ai réalisé à cet instant que la culpabilité était une prison que je m'étais construite, moi-même. Le véritable ennemi n'avait jamais été ce garçon, ni même l'officier. Le véritable ennemi, c'était la guerre elle-même. C'était elle qui avait tout détruit. Nos maisons, nos familles, et même la signification de la bonté. Face à cette vérité, j'ai pris une décision. Je ne laisserai pas la culpabilité effacer la seule leçon valable de cette épreuve. Je porterai en moi les deux vérités, aussi contradictoires soient-elles, la douleur et la loyauté pour mon pays en deuil, et la gratitude pour l'humanité inattendue que j'avais trouvée ici. Ces sentiments n'étaient pas ennemis, ils étaient les deux faces de ma survie. J'ai redressé les épaules. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, ni si je serais accueillie en héroïne, en victime ou en traîtresse. Mais je savais qui j'étais, une femme qui avait vu la haine transformer les hommes en monstres, et un simple fruit transformer un monstre en homme. Et cette connaissance serait ma seule boussole pour le chemin du retour. Les jours qui ont précédé notre départ furent empreints d'une quiétude étrange et angoissante. La nouvelle de la capitulation du Japon avait été annoncée, mais elle flottait parmi nous comme un fantôme, une vérité trop monstrueuse pour être pleinement acceptée. La routine de la blanchisserie continuait, immuable, mais nos gestes étaient devenus mécaniques, nos silences plus lourds. Nous étions des spectres lavant des linceuls blancs, suspendus dans un purgatoire entre la fin d'une guerre et le début d'une vie que nous ne savions pas comment affronter. La peur du retour était devenue plus grande que la peur de la captivité. Chaque lever de soleil nous rapprochait d'un foyer en cendres, d'un avenir incertain. Nous attendions, le cœur serré, le verdict final de notre destinée. Un verdict qui serait prononcé non pas par nos geôliers, mais par l'histoire elle-même. Un matin, l'ordre tomba, sec et sans appel. Tous les prisonniers, hommes et femmes, devaient se rassembler dans la cour principale. L'atmosphère, d'ordinaire alourdie par la chaleur et l'humidité, était désormais chargée d'une électricité palpable. Nous nous tenions en rang désordonné, un océan de visages décharnés et anxieux, face à une estrade improvisée. L'officier supérieur français se tenait là, droit comme un i, son képi posé sous son bras. À ses côtés, le traducteur semblait encore plus pâle que d'habitude. Ce n'était pas une inspection de routine, c'était un événement. Le silence était si total que je pouvais entendre le bourdonnement des insectes et les battements de mon propre cœur, un tambour annonçant une fin imminente. Mes yeux cherchèrent instinctivement la silhouette du jeune garde, mais il n'était pas là. Seuls les visages graves des vétérans nous entouraient. L'officier commença à parler. Sa voix était posée, factuelle, dépourvue de toute émotion. Le traducteur répétait ses mots et chaque phrase tombait sur nous comme une pelletée de terre sur un cercueil. Il ne se contenta pas de confirmer la reddition. Il nous en donna les raisons brutales, les détails que la censure de nos propres lettres avait eus. Il parla de deux villes, Hiroshima et Nagasaki. Il utilisa des mots que je n'avais jamais entendus. Bombe atomique. Il décrivit une puissance destructrice qui dépassait l'imagination, une lumière plus vive que 1000 soleils, une chaleur qui avait vaporisé des êtres humains, ne laissant derrière eux que leurs ombres gravées sur la pierre. La description était clinique, militaire, mais l'horreur qu'elle contenait était absolue. Les mots de ma mère, « 2 nouveaux soleils sont tombés du ciel », prirent alors tout leur sens apocalyptique. Une onde de choc visible parcourut la foule. Ce n'était plus une rumeur, plus une lettre codée. C'était la vérité officielle, annoncée par le vainqueur. Un gémissement collectif s'éleva, un son de pure agonie. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. L'image des ombres sur les murs, autrefois une métaphore poétique et terrible, devint une réalité photographique insoutenable dans mon esprit. Des dizaines de milliers de vies, des familles entières, effacées en un instant. Mon peuple, mon pays, non seulement vaincu, mais anéanti par une force divine et monstrueuse.
La propagande nous avait promis une victoire spirituelle même dans la défaite, mais il n'y avait rien de spirituel dans cette annihilation. Il n'y avait que le vide, un silence radioactif à la place d'une nation. C'est alors que la voix de Madame Sato déchira le silence stupéfait. « Mensonge !» hurla-t-elle, le visage convulsé par la fureur et le déni. « C'est la dernière ruse de l'ennemi pour nous briser, pour nous voler notre honneur. N'écoutez pas ces démons !» Elle se tourna vers les autres, ses yeux brillants d'une lueur fanatique. « La guerre n'est pas finie tant que nous respirons. Il ne nous reste qu'un seul devoir, mourir pour l'empereur. Montrons-leur comment meurent les vrais fils et filles du Japon. » Elle sortit de sa manche un petit poignard, une lame rouillée qu'elle avait dû cacher pendant des mois. Son appel à un suicide collectif se répandit comme un feu de brousse parmi les plus endoctrinés. Des hommes se mirent à chercher des pierres pour s'ouvrir les veines. Des femmes se préparaient à se jeter contre les barbelés. La cour se transforma en une scène de folie collective. Face à cette hystérie macabre, l'officier français réagit avec une rapidité foudroyante. Il ne cria pas, il aboya un ordre. « Aux armes! Empêchez-les! Personne ne meurt ici !» En un instant, les gardes français, qui étaient restés en retrait, formèrent un cordon autour de nous. Ils n'ont pas levé leurs fusils pour nous menacer, mais pour nous protéger de nous-mêmes. Ils désarmèrent Madame Sato, avec une fermeté impersonnelle, confisquant sa lame. Ils maîtrisèrent les hommes qui tentaient de s'automutiler. L'officier s'avança, et par le biais du traducteur, sa voix tonna dans la cour. « La guerre est terminée. Le suicide n'est pas. Un honneur, c'est un gâchis. Votre pays aura besoin de vous pour se reconstruire. Votre devoir maintenant est de vivre. » À cet instant précis, le monde bascula. D'un côté, je voyais Madame Sato, incarnation de la doctrine qui m'avait élevé, hurlant des appels à la mort, prônant l'autodestruction comme seule issue honorable. De l'autre, je voyais cet homme, ce démon blanc, que j'avais été conditionné à haïr, qui nous ordonnait de vivre, qui mobilisait ses propres soldats pour nous sauver la vie. Le mensonge, le grand mensonge de toute mon existence, s'est effondré avec une clarté si brutale qu'elle m'a coupé le souffle. Nos chefs nous avaient envoyés à la mort pour leur orgueil, nous avaient nourris de fables sur l'honneur jusqu'à la dernière seconde. Et notre ennemi, dans sa victoire, nous offrait non pas la mort, mais la vie. La vérité était là, nue et aveuglante. Nous n'avions pas été trahis par l'ennemi, mais par nos propres maîtres. Mon regard a balayé la scène, et pour la première fois j'ai vu la logistique impeccable des Français, leurs uniformes solides, leurs camions, leurs réserves de nourriture et de médicaments. J'ai vu leur discipline, leur organisation, et j'ai vu les nôtres, des corps affaiblis par des années de privation, des esprits brisés par une propagande mensongère, s'accrochant à un code de mort comme à une dernière bouée de sauvetage. J'ai compris que la guerre était perdue depuis des années, non pas sur le champ de bataille, mais dans les usines, dans les fermes, dans les esprits de nos dirigeants qui avaient choisi de sacrifier une génération entière plutôt que d'admettre leur échec. L'abondance de l'ennemi n'était pas le signe de sa décadence, mais la preuve irréfutable de notre propre folie. Mes yeux ont finalement trouvé le jeune garde. Il était apparu sur le côté, attiré par le tumulte. Son visage était blême, ses yeux bleus écarquillés d'horreur face à notre frénésie suicidaire. Il n'y avait aucune trace de triomphe sur son visage, aucune satisfaction de vainqueur. Il y avait seulement de l'incompréhension et une sorte de pitié horrifiée. Il me regarda, et dans ses yeux, je ne vis pas un ennemi, mais un autre être humain, un jeune homme témoin d'une folie qui le dépassait. L'orange qu'il m'avait donné n'était pas un acte isolé. C'était le symbole de cette vérité fondamentale. Par-delà les uniformes et les drapeaux, il y avait des gens, et nos chefs nous avaient appris à les haïr pour nous, empêchés de voir leur humanité. Le barrage a cédé. Une vague d'émotions si puissante m'a submergé que mes genoux ont fléchi. J'ai pleuré. Pas les sanglots hystériques de la défaite, mais des larmes silencieuses, chaudes, qui coulaient sans fin sur mes joues. Je pleurais pour mon pays dévasté, pour les millions de morts inutiles, pour ma famille perdue dans les décombres. Je pleurais pour ma propre jeunesse volée, sacrifiée sur l'autel d'un mensonge. Mais au milieu de ce chagrin infini, il y avait aussi un soulagement immense, une libération. La prison de la haine, la cage de la doctrine, venait de voler en éclats. J'étais prisonnière derrière des barbelés, mais pour la première fois de ma vie, mon esprit était libre. Dans les jours qui suivirent, alors que l'ordre revenait et que les préparatifs pour notre rapatriement commençaient sérieusement,
Un dernier geste vint sceller cette révélation. On nous distribua des colis de la Croix-Rouge, préparés par les Français. À l'intérieur, il y avait des conserves, des biscuits, mais aussi des objets d'une prévenance déconcertante. Une brosse à dents, un peigne, un petit nécessaire de couture avec du fil et des aiguilles. Et au fond de mon colis, il y avait une petite tablette de chocolat, enveloppée dans du papier d'argent. Un luxe si extravagant, si impensable, que j'ai d'abord cru à une erreur. C'était un geste qui ne répondait à aucune convention, à aucune obligation. C'était simplement un acte de bonté, un cadeau pour la route. Cette nuit-là, dans le silence du baraquement, j'ai déballé le chocolat. L'odeur riche et sucrée a empli mes narines, un parfum d'un autre monde, d'une vie normale. J'ai cassé un petit carré et l'ai mis dans ma bouche. La sensation du chocolat fondant sur ma langue a été une explosion sensorielle. C'était le goût de la paix, le goût d'un avenir. Chaque parcelle sucrée qui fondait était une négation de la mort, une affirmation de la vie qui m'attendait. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un symbole. La preuve que même après la pire des destructions, la douceur pouvait encore exister dans le monde. La preuve que j'avais survécu non seulement à la guerre, mais aussi à la haine. Je savais désormais qui j'étais. Je n'étais plus Akiko, l'auxiliaire dévoué de l'Empire du Soleil Levant. J'étais Akiko, la survivante, la témoin. Mon devoir n'était plus de mourir pour un drapeau terni, mais de vivre pour raconter cette vérité fragile et précieuse. Je regardais le petit morceau de tissu blanc de mon uniforme, que j'avais gardé. Il n'était plus le stigmate de ma capture, ni le symbole d'une collaboration honteuse. Il était devenu une relique sacrée, le témoignage de ma renaissance. Le témoignage qu'au plus profond de l'enfer, un ennemi m'avait appris ce que mes propres compatriotes m'avaient fait oublier. La valeur d'une vie humaine. Le jour de notre embarquement est arrivé. Alors que je montais la passerelle du navire qui allait me ramener chez moi, j'ai aperçu une dernière fois la silhouette de l'officier supérieur sur le quai. Il supervisait le départ, le visage toujours aussi impassible. Nos regards se sont croisés par-dessus la foule. Il n'y a eu ni sourire, ni salut. Juste un bref instant de reconnaissance mutuelle. Un accord silencieux entre deux personnes qui avaient traversé la même folie, de part et d'autre d'une ligne de front, et qui en étaient ressorties changées à jamais. Il n'était plus mon geôlier, et je n'étais plus sa prisonnière. Nous étions simplement deux survivants de la grande boucherie du XXe siècle. Et alors que le navire s'éloignait de la côte, je n'ai pas regardé en arrière vers la terre que je quittais, mais vers l'horizon, vers la vie que cet ennemi m'avait, contre toute attente, rendue. Le voyage de retour fut un long silence flottant sur une mer d'incertitude. Le navire, bondé de survivants au regard vide, nous ramenait vers une patrie que nous ne reconnaissions plus dans nos souvenirs. Lorsque la silhouette du Japon est apparue à l'horizon, il n'y a eu ni cri de joie, ni larmes de soulagement. Seul un silence de mort s'est abattu sur le pont. Le port de Curé n'était plus qu'un cimetière de navires de guerre éventrés, une carcasse de métal rouillé se découpant sur un ciel gris et poussiéreux. En débarquant, le choc fut d'une brutalité inouïe. L'odeur n'était pas celle de la mer et des pins, mais une puanteur âcre de cendres froides, de décomposition et de désespoir. Les rues étaient des canyons de décombres, les bâtiments des squelettes de béton grignotés par le feu. Le contraste avec le camp de Saïgon, si ordonné et propre dans sa structure militaire, était une ironie cruelle. Là-bas, derrière les barbelés, nous avions retrouvé notre dignité. Ici, dans notre propre pays libéré, il ne restait que la déshumanisation la plus totale. J'ai retrouvé ma mère dans un abri de fortune, une cabane faite de tôle et de bois calciné, au milieu de ce qui avait été notre quartier. Elle était vivante, mais ce n'était plus qu'une ombre, un spectre aux joues creuses et aux yeux hantés par la faim. En me voyant, elle a pleuré, mais son étreinte était fragile, presque craintive. Son regard a balayé mon uniforme blanc, ma peau propre, mes cheveux peignés. Je n'étais pas maigre comme elle. J'avais l'air nourri. Une question muette flottait dans ses yeux. Un mélange de soulagement et de suspicion douloureuse. Comment pouvais-je être si intact, alors que tout autour de moi n'était que ruine? Mon apparence saine, qui avait été une victoire dans le camp, était devenue ici une marque d'infamie. Un mur invisible qui se dressait entre moi et les miens. Je n'étais plus une prisonnière de guerre, mais j'étais devenue une étrangère dans ma propre maison. Une survivante dont la survie même était une accusation. Sans un mot, j'ai ouvert le petit baluchon que j'avais rapporté. J'en ai sorti le pain de savon, à moitié utilisé, que j'avais précieusement gardé.
puis le petit, nécessaire de couture, et enfin, la tablette de chocolat encore intacte. J'ai tendu le tout à ma mère. Ses doigts tremblants ont effleuré le savon comme si c'était un bijou. Elle a humé son parfum et ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes différentes cette fois, qui semblaient laver des mois de crasse de son âme. Ce soir-là, nous avons partagé le chocolat, carré par carré, un luxe si obscène dans ce monde de privation qu'il en devenait un acte de défi. Ce n'était pas de la nourriture que je partageais, c'était l'histoire de ma survie. C'était la preuve tangible que l'humanité pouvait exister même dans la défaite. Un pont fragile que je tentais de construire entre la dignité que j'avais reçue là-bas et le désespoir qui régnait ici. Les jours suivants, j'ai entendu la haine dans les murmures de nos voisins. Ils maudissaient les Américains, les Alliés, les démons blancs, qui avaient fait pleuvoir le feu du ciel. Un vieil homme, autrefois notre voisin respecté, a craché par terre, en parlant des barbares qui nous avaient occupés. L'ancien Akiko aurait hoché la tête, son cœur empli de la même fureur. Mais je ne pouvais plus. Je suis restée silencieuse, mon cœur se serrant de compassion pour leur douleur, mais aussi de tristesse face à leur aveuglement. Plus tard, alors que ma mère répétait ces mêmes mots amers, je n'ai pu me retenir. « Mère », ai-je dit doucement, « la guerre a fait de nous tous des monstres. Mais les hommes que j'ai vus, ils n'étaient pas des démons. Ils nous ont ordonné de vivre quand nos propres chefs nous ordonnaient de mourir. » Elle m'a regardé comme si j'étais folle, et un nouveau silence, plus froid cette fois, s'est installé entre nous. J'avais choisi mon camp, celui de la vérité, même si elle devait me laisser seule. En regardant les silhouettes de mes compatriotes s'affairer à déblayer les ruines, j'ai compris quel était mon nouveau devoir. Mon combat n'était plus terminé. Il ne faisait que commencer. Mais l'ennemi avait changé. Ce n'était plus un pays, un drapeau ou un uniforme. L'ennemi, c'était la haine elle-même. C'était le poison de la propagande qui continuait de couler dans les veines de mon peuple, les empêchant de voir au-delà de leur souffrance. Mon rôle n'était pas de mourir pour un empire déchu, mais de vivre pour reconstruire. Pas seulement les maisons, mais les cœurs. Le petit morceau de toile blanche que j'avais gardé de mon uniforme n'était plus un souvenir de captivité. C'était un rappel. Le rappel qu'un ennemi m'avait appris la dignité, qu'un fruit pouvait briser des années de mensonges, et que la reconstruction la plus importante serait celle de notre humanité perdue. Et cette mission, je la porterai en moi pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, je suis une vieille femme. Mes mains sont ridées et tachées par le temps, mais chaque fois que je plie un drap blanc qui sort de la machine, le parfum de la lessive me ramène à Saïgon. Le souvenir de ce camp n'est plus une cicatrice douloureuse. C'est devenu la fondation sur laquelle j'ai reconstruit ma vie. Pendant des années, j'ai lutté avec la culpabilité d'avoir survécu, d'avoir été nourri par l'ennemi alors que mon peuple mourait de faim. Mais avec le temps, j'ai compris que la vie qu'ils m'ont ordonné de vivre était le plus grand des devoirs. La guerre m'a appris la fragilité de l'existence. Un officier français, avec un simple ordre de construire une blanchisserie, m'a appris que la dignité est indestructible. Il ne m'a pas seulement sauvé la vie, il a sauvé mon âme de la haine qui la consumait, me prouvant que la miséricorde peut fleurir même sur un champ de bataille. Dans une petite boîte en laque sur ma commode, je conserve un trésor que mes petits-enfants trouvent bien étrange. Ce n'est ni un bijou, ni une photo. C'est un petit carré de toile de coton, jauni et usé par les décennies. Un morceau de cet uniforme blanc que l'on nous a donné. Parfois, je le sors et le presse contre ma joue. Il n'a plus l'odeur du savon de Marseille, mais dans sa texture rêche, je ressens encore le choc de la propreté, le poids de la honte qui s'en va. Cet humble morceau de tissu est la preuve de ma vérité. Il me rappelle qu'un jeune soldat ennemi, avec une simple orange, a pu défaire des années de propagande. Il est le témoin silencieux que la bonté n'a pas de nationalité et que la véritable victoire n'est pas de vaincre son ennemi, mais de reconnaître son humanité. C'est la leçon la plus importante de ma longue vie. Une leçon payée au prix de millions de vies. Notre histoire est pleine de ces moments oubliés, où l'humanité a percé à travers les ténèbres. Si mon récit vous a touché, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Pourriez-vous lui donner une note de 1 à 10 dans les commentaires? On nous apprend si facilement à haïr ceux que nous appelons ennemis. Mais combien de murs faut-il abattre en nous pour enfin voir l'être humain qui se cache derrière l'uniforme? Il y a tant d'histoires comme la mienne qui risquent de disparaître avec ceux qui les ont vécues. Si vous souhaitez qu'elles continuent à vivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en découvrir d'autres.
Merci de m'avoir écouté.